Handicap et cinéma, c'est le podcast cinéma qui parle de handicap et de chiens d'assistance. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu n'es pas handicapé? Si, tu veux pas handicapé? Bah, on voudrait pas. Je vous signale que moi j'ai pas de moteur. Ah bah fallait être tétra, faut pas faire les choses à moitié. Et vous les nouveaux handicapés, vous respectez pas les anciens. Ce programme vous est proposé en audio description. 16% de la population vit avec un handicap, mais leur représentation à l'écran ne dépasse pas 0,6%. Les récits sont souvent stéréotypés, voire stigmatisants. Comment rendre le cinéma plus accessible et inclusif, autant dans les salles que dans sa production? Je suis Géraldine Blanchet, intervenante cinéma spécialisée en responsabilité sociétale et environnementale. Je suis animatrice accréditée de la fresque du film et avec Planète Projet, j'œuvre pour un cinéma plus engagé. En parallèle, je suis famille d'accueil pour Handi Chien, qui éduque et remet gratuitement des chiens d'assistance. Dans ce podcast, mes invités, qu'ils soient en situation de handicap ou non, partagent une passion commune pour les chiens guides et d'assistance. Bénéficiaires, bénévoles ou professionnels, ils partagent des récits incroyables et dévoilent leurs films coup de cœur. Ensemble, nous découvrons des initiatives qui font avancer l'accessibilité et l'inclusion dans le cinéma. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes. C'est un épisode un peu particulier pour moi puisque nous sommes aujourd'hui en Belgique à PodBXL, le festival de podcast de Bruxelles organisé par The Podcast Factory.org, une incroyable association dans laquelle Michel Godard, qu'on peut applaudir tous bien fort, fait de la production de podcasts, de la post-production, de la formation et il soutient des podcasteristes engagés dont Handicap et Cinéma. Donc je suis très touchée d'être là aujourd'hui. Merci Michel. Avec tout ça, avec beaucoup de professionnalisme et d'humanité. Et nous sommes aujourd'hui précisément à Transforma, un coworking incroyable à Evere, l'une des communes de Bruxelles. Et nous enregistrons donc en live et en public. Ouais. Alors... D'ailleurs, j'ai une petite proposition à vous faire, le public. Tout à l'heure, on a reçu un podcast magnifique qui s'appelle Diversino, qui parlait de neurodiversité. Tout à l'heure aussi, avec mon invité, on va parler de handicap. Donc, je vous propose deux alternatives aux applaudissements. La première, vous le connaissez peut-être, c'est l'applaudissement pour le public sourd. Et la deuxième, c'est pour faire moins de bruit et pour respecter ceux qui ont besoin d'une ambiance un petit peu plus calme, donc on peut applaudir comme ça. Ça vous permet en plus de réagir tout le long du podcast, puisque cet applaudissement-là ne s'entend pas. Donc faites-vous plaisir pendant tout le cours de cet enregistrement. N'hésitez pas à manifester votre présence. Dans cet épisode, on va parler d'un festival de films avec une programmation extraordinaire. On va parler de cécité et de polyhandicap. C'est un épisode qui se promet riche car nous avons avec nous un expert du sujet croisé du handicap et du cinéma. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Luc Bolland. Bonjour Luc. Bonjour. On peut l'applaudir. Alors, Luc, tu es fondateur de l'association sans but lucratif EOP, qui veut dire Extra and Ordinary People, avec un beau point d'exclamation. Tu es aussi le fondateur et directeur artistique de Extraordinary Film Festival, pardonnez mon accent, un festival bisannuel sur la thématique du handicap. Et tu es aussi scénariste et réalisateur. Tu as d'ailleurs signé un documentaire Lettre à Lou sur ton fils Lou, dont tu nous parleras tout à l'heure, et que le public connaît peut-être, puisque Lou a été rendu célèbre par sa participation à des émissions comme The Voice et Incroyable Talent. Donc il s'agit de Lou B. Et tu es aussi auteur d'un livre sur Lou qui s'appelle La folle épopée de Lou B. Luc, est-ce que j'ai tout dit ? Oh oui, en gros oui. C'est déjà pas mal. Oui, c'est beaucoup. Alors, pour te présenter, est-ce que tu pourrais simplement nous donner 3 mots qui te définissent ? Voilà, sans réfléchir plus que ça. Quels sont les 3 premiers mots qui te viennent quand on parle de toi ? Rêveur, utopiste, humaniste.
Rêveur, utopiste et humaniste. Déjà, c'est un beau programme. Il y a des applaudissements dans la salle. On essaye. Ouais. De ces 3 mots-là, lequel est le plus prédominant ? Rêveur. Rêveur. Tu rêves d'une société différente ? Ah oui, totalement. Avec une inclusion peut-être plus importante ? Oui, bien sûr. Oui, moi, c'est ce qui m'habite depuis toujours, depuis que je suis tout petit. Et j'avais une maman qui avait un nez rouge, dans le sens le nez du clown, de quelqu'un qui n'était pas heureuse. Et dès ce moment-là, du haut de mes 5 ans, j'ai voulu changer le monde. Waouh. Voilà. On va commencer par parler de ton rapport au handicap. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu te situes par rapport au handicap ? Quelle expérience tu en as ? D'abord, j'ai eu une expérience adolescent. Je me suis occupé de personnes handicapées durant l'été, ce genre de choses. Et puis, tout ça s'est éloigné de moi jusqu'à la naissance de mon 3e enfant en 98. Et voilà, j'ai un petit bonhomme qui est né avec un syndrome très, très rare qui s'appelle le syndrome de Morsier. Quel nom horrible, ou dysplasie septo-optique pour l'aspect technique. C'est pas Donc, mieux. en résumé, en 2 mots, c'est une malformation congénitale du cerveau, un axe en T inversé du cerveau qui ne s'est pas formé. Donc, il a les nerfs optiques atrophiés, il est totalement aveugle, il a une hypophyse sous-développée, c'est-à-dire une insuffisance hormonale relativement généralisée, mais ça, c'est rien, c'est des médicaments comme se brosser les dents matin et soir. Et le plus étonnant, c'est l'absence de la cloison qui sépare les 2 hémisphères du cerveau. Et à l'époque, au moment du diagnostic, ce syndrome est tellement rare et on connaît encore tellement mal le cerveau qu'on nous a dit on ne sait pas à quoi ça sert, il sera peut-être débile profond, peut-être pas. Et on est parti dans l'aventure à 4 mois lorsque le diagnostic a été posé. Voilà, sauf qu'on s'est rendu compte très vite qu'effectivement il avait des troubles TDAH et bien d'autres choses. Il a été diagnostiqué autiste. Mais surtout, ce qui était incroyable, et c'est propre à ce syndrome, ils sont plusieurs dans le monde à développer un talent musical, mais hallucinant. Lou avait 9 mois, il ne se tenait pas encore assis, il ne parlait pas encore, qu'il fredonnait à la note juste Baby Alone in Babylone qu'il entendait à la radio ou d'autres chansons qu'il entendait. Et puis on lui a donné de quoi faire des percussions, un kalimba, ce genre de choses. Et à 6 ans, on lui a offert un premier synthétiseur et en 1 an et demi, on l'a vu placer ses 10 doigts sans professeur. Et hop, ça a démarré. Première télévision à l'âge de 10 ans, 180 concerts aujourd'hui. Voilà. Waouh. Waouh. Je crois que... On peut l'applaudir. Et pour toi, ce handicap qui concernait ton fils, ça a été le moteur d'une transformation personnelle et professionnelle assez importante ? Ah, violente. D'abord, je suis quelqu'un d'image, et de nouveau, c'est lié à mon enfance. Je suis quelqu'un d'image parce que j'essaie de lire la vérité dans le regard des adultes. Et je voyais, c'est très dur de sentir que quelqu'un va mal malgré qu'il vous dit qu'il va bien, parce que vous le voyez dans le regard. Et donc moi, j'ai fait de l'image mon outil principal de toute ma vie. Et puis j'ai fait des études de réalisation, j'ai réalisé des téléfilms pour France 2, des documentaires, etc. Et puis arrive mon bonhomme. Et c'était violent de te dire qu'il ne me verrait jamais, qu'il ne verrait jamais mes films. Puis qu'est-ce que la terre est belle, donc quelle privation pour lui. Et donc ça n'a pas été facile, ça n'a vraiment pas été facile. Je le cache pas et je n'en suis pas fier, j'ai fait 2 dépressions. Et lors à la sortie de la 2e dépression, j'ai eu l'envie de l'exprimer. Et à l'époque, j'avais filmé, je m'étais caché derrière la caméra, j'avais filmé Lou, mais à tout bout de champ. D'habitude, quand on est vidéaste amateur ou même familial, on ne filme que les fêtes, que les événements principaux. Là, j'ai filmé ses repas, j'ai filmé ses premiers pas, j'ai filmé ses crises de pleurs, j'ai tout filmé. Je me suis retrouvé avec une matière incroyable et j'ai eu l'envie de faire un documentaire, sauf que ma compagne m'a dit tu ne mets pas notre vie privée sur la place publique. Donc, ça ne m'a pas aidé. Et c'était juste en 2003, la naissance des blogs. Et je découvre la naissance des blogs et je lui dis écoute, ok, pas de film, est-ce que je peux faire un blog ? C'est confidentiel, personne ne connaît, c'est pas à la mode, c'est tout nouveau et tout. Elle me dit allez, ok, vas-y. Après 2 semaines, je faisais le JT de l'RTBF avec mon blog et plus de 200 commentaires à la semaine. Et c'est comme ça que tout a démarré. Du coup, j'ai fait ce fameux documentaire. Et ce documentaire a changé ma vie totalement. C'était une folie. À chaque diffusion en télévision, RTL, France 5, Hollande, Suisse, Québec, etc. À chaque diffusion, 1200 courriels dans la boîte de réception, alors que mon mail n'était même pas au générique. C'était une folie avec 1200 remerciements, des gens qui me disaient merci de nous avoir ouvert les yeux, enfin un tas de choses.
Et suite à ça, j'ai un ami avocat qui m'a contacté, qui a vu aussi le film à la télévision, qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne crées pas une fondation privée pour ton fils, pour son avenir, et que tu ne commercialises pas le documentaire pour financer l'avenir de ton fils ?» Je dis « Je veux bien, mais les droits, ils sont chez RTL, ils sont au centre du cinéma. Je dis « Mais tout ça, ça se rachète. Moi, je gère des grandes fortunes pour eux. Mettre quelques milliers d'euros, c'est même pas une boîte d'allumettes, c'est une allumette. » Et donc, il m'a trouvé une mécène, et on a créé cette fondation. J'ai fait une version longue du documentaire, parce que je m'étais senti un peu à l'E3 dans le format 52. Et, la version longue fait combien de temps du coup ? 82. Voilà. Et j'ai fait le serment de Poivreau que si le DVD se vendait bien, je ferais une parenthèse d'un an sous mon métier de réalisateur pour me consacrer à une cause générale autour du handicap. Et pas de chance, il s'est vendu tout de suite à 4500 exemplaires. Aujourd'hui, on a plus de 9000, ce qui pour un documentaire est assez rare, et surtout que les lecteurs de DVD sont plus rares, et ça continue à se vendre. C'est incroyable. Alors d'ailleurs, j'en profite pour ajouter qu'il est toujours en vente actuellement. Oui, on peut le trouver sur le site de la Fondation Lou. Sur le site de la Fondation Lou, sous le site de Lou, loub.be. Voilà, donc j'invite les auditeuristes qui souhaitent voir le film, parce que l'idée c'est de vous donner envie de voir des films, mais aussi de vous donner la possibilité de les voir, donc d'aller acheter le DVD. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ta femme a été inquiète, et on peut la comprendre, qu'on rentre dans son intimité. Et c'est vrai que dans ce documentaire, on est vraiment avec vous, on est la petite souris là, qui vous observe, qui vous voit. Moi, j'ai été extrêmement touchée aussi par la parole que tu as sur ton rôle de père. Et merci d'avoir partagé tes doutes, tes angoisses de papa. C'est vrai que dans le handicap, on entend souvent aussi le départ du père qui soit fuit dans le travail quand il part pas complètement. Taux de divorce dans la société, 55%. Taux de divorce dans les familles concernées par le handicap, on tourne entre 70 et 80%. Voilà, purement 70 à 80%. Je ne suis pas surprise. Et là, c'est très courageux de ta part d'avoir cette parole aussi sur ces moments d'incertitude, ces moments de doute, ces moments d'effondrement. Et tu as parlé tout à l'heure de violence, effectivement, l'accueil de l'annonce. Je crois que tu as fait aussi un travail sur cette annonce. Ben oui, justement. Et donc, suite au succès du DVD et la vente, j'ai dit, je vais tenir parole. Et je me suis dit, sur quel projet je vais porter. Et il se fait que parmi les milliers de courriels, il y avait la même proportion de gens concernés par le handicap. C'était fou, il y avait des gens qui me remerciaient de prendre fait et cause pour la différence et l'homosexualité, par exemple, alors que mon film n'en parle pas, mais c'est vrai que c'était ouvert, l'esprit est ouvert dans mes propos à ce niveau-là. Et donc c'était incroyable. Et les personnes concernées par le handicap, toutes parlaient de l'annonce, du diagnostic, de la violence et surtout du sentiment d'abandon. Et donc j'ai commencé à chercher sous le net ce qui se faisait dans le monde, et nulle part il n'y avait rien. Par contre, j'ai récolté des centaines de témoignages sous le net, et je me suis dit, mais c'est peut-être là, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est le début de la vie, d'une nouvelle vie. C'est le moment où il faut aider les gens à mettre le pied à l'étrier pour maîtriser le cheval, comme on dirait. Et donc, j'ai invité le secteur du handicap belge en disant, qui veut se pencher avec la Fondation sur ce sujet-là. J'ai 12 associations qui ont répondu présent. Et je dis, moi, les amis, j'ai 1 an et demi ici, on ne traîne pas. On fait d'abord un état des lieux. Je vous propose de faire un colloque état des lieux pour identifier les problèmes. Ensuite, on essaie de capturer des gens pour faire des groupes de travail, et tout sera résolu. On a fait le colloque, non pas en 3 mois, mais en 6 mois. On a rassemblé 360 personnes. 60 se sont inscrits dans des groupes de travail. Sauf que les groupes de travail ont duré 7, 8, 9, 10 ans. Et j'ai créé l'association, la plateforme Annonce Handicap, qui est unique au monde et qui forme les médecins à l'annonce et à l'accompagnement des familles, qui édite des livrets pour les professionnels. Qui dit des livrets pour les professionnels pour justement savoir comment annoncer, comment accompagner, des livrets pour les parents et les proches, comment justement dépatouiller son champ émotionnel, comment comprendre ce qu'on vit et donc comment s'en sortir en ayant des témoignages d'autres parents et autres. Puis on a fait un livret pour la fratrie, on a fait un livret pour la personne porteuse de handicap elle-même, et enfin un livret en FALC, facile à lire pour... les personnes déficientes intellectuelles. Et j'ai vu aussi que ton combat, c'était aussi de restaurer le rôle des parents et leur expertise aussi. La reconnaissance, oui, parce que ça, c'est terrible. Moi, on l'a vécu, et c'est ce que je raconte entre autres dans mon livre. On a étiquette parents d'enfants handicapés, et tout de suite, c'est incompétent parce qu'on n'a pas fait des études d'éducateurs spécialisés, de logopèdes, de ce qu'on veut. Et donc, on a trop rarement une bonne écoute et un respect de nos compétences. Et ça, c'est incroyable. Et donc, suite à ça, j'ai commencé à faire moins de films. Et puis, en même temps, j'ai été invité partout dans le monde avec mon documentaire. Et
parmi tous les festivals, j'en ai découvert certains qui étaient uniquement sur le thème du handicap. Et j'y ai vu des films éblouissants qui n'arriveraient jamais dans le circuit, vu l'encombrement des tuyaux en radio, en télé ou au cinéma. Bon, ça, on y viendra après, sur ton festival. Voilà. On y reviendra après, mais déjà, vraiment bravo et vraiment merci pour ce travail que tu as fait. Moi, je suis aussi maman d'enfants qui ont des besoins spécifiques et je me suis tellement reconnue dans tout ce que tu as dit et dans tout ton combat sur l'annonce, sur le diagnostic et sur le rôle de parent, mais vraiment un merci plus profond du cœur. Je voudrais juste préciser, tous ces livrets dont j'ai parlé, on peut les télécharger gratuitement sur le site plateformeannoncehandicap.be. Ok, je mettrai toutes ces références-là, accessible. bien sûr, dans la description du podcast. L'idée, c'est que ce soit un vrai outil pour toutes les professionnels, toutes les familles des personnes handicapées ou les personnes elles-mêmes, et qu'il y ait des ressources. On va parler un petit peu de chiens, puisque tu sais que dans le titre de mon podcast, c'est pas une faute d'orthographe sur le mot handicap. Il y a la cape du chien d'assistance, puisque je suis famille d'accueil pour l'association Handi Chien. Et donc c'est absolument volontaire. Et je voudrais savoir, dans le film Lettre à Lou, il y a un beau chien blanc qu'on voit plusieurs fois à l'écran. C'est le chien de famille. C'était ma chienne. Ouais. C'était pour moi la Rolls-Royce des chiens, le Samoyède, qui est un chien de traîneau qui vient de Russie, du peuple des Samoyèdes, et qui est un chien absolument incroyable. D'abord, c'est un vrai loup de caractère, mais par contre, à la différence des huskies ou de tout, des malamoutes et tout, le peuple des Samoyèdes a eu une idée absolument géniale. Ils se sont dit, on laisse brûler des calories dehors la nuit, donc hop, les chiens au fond des couches. Donc ces chiens ont été beaucoup plus dans le contact avec les humains, et puis ensuite ils se sont dit, quand ils ne tirent pas des traîneaux, qu'ils gardent les enfants, et donc ce sont devenus des chiens gardiens d'enfants. Et donc à la fois il y a le mariage du caractère sauvage, et à la fois c'est un chien, mais enfin bon, moi ça me faisait rire parce que je le lâchais en forêt, genre en Bois de Boulogne ou ici à Bruxelles, et dès que Méga, ma chienne, voyait un enfant, elle fonçait droit dessus, et bon, chien de traîneau, donc le gosse paniquait, et en fait le chien ne voulait simplement que lui faire une lèche ou lui jouer avec lui. Et du coup, quel était le rapport que Lou entretenait avec cette chienne ? Au début, il était très indifférent. Pour lui, c'était un aboiement. Et puis, Méga arrivait, il lui léchait le visage, on le voit dans le documentaire et autres. Ou bien, il enfonçait sa main dans sa gueule. Il enfonçait sa main dans la gueule de la chienne. Et progressivement, en fait, il a commencé à adorer les aboiements. Parce que c'est le seul défaut de ce chien. Il a un aboiement un peu aigu et un peu strident. Mais du coup, elle adorait. Et de nouveau, je crois que dans le film, il y a une scène où on voit Lou qui court sur du gravier en train d'exciter la chienne pour la faire aboyer. Et cette chienne, c'était très amusant. Elle a compris que Lou était aveugle. Et donc, parfois, elle se couchait n'importe où dans la maison. Mais dès que Lou s'approchait, elle détalait, elle allait se mettre ailleurs. Elle était attentive à lui, en fait. Ouais, je ne suis pas surprise. C'est tellement énorme. Est-ce qu'à un moment donné, avant ou maintenant, vous avez envisagé pour Lou d'être aidé ? Alors, je ne sais pas dire si c'est par un chien guide ou par un chien d'assistance, puisqu'il a à la fois la cécité et à la fois tu as parlé d'autisme et qu'il existe des chiens légers aujourd'hui, mais voilà, des chiens d'assistance aussi pour les enfants qui sont autistes. Mm-hmm. Est-ce que ça a été envisagé à un moment donné ? Oui, c'est envisagé. Maintenant, l'énorme problème, c'est les listes d'attente et les nombres d'années. Vu le temps qu'il faut, c'est 2 ans et demi pour former un chien. Donc on est sur une liste d'attente et on s'y est lancé tard parce qu'il fallait encore que Lou soit à même de maîtriser le chien. Aujourd'hui, il en est tout à fait capable. Aujourd'hui, avec Lou, on discute de Gaza, de Netanyahou, de Poutine et de Trump et de la vie et du monde. Il a fait des progrès hallucinants en quelques années. Et donc, aujourd'hui, il serait capable de gérer un chien. Oui, mais donc, on est sous l'attente. Vous êtes en attente. Et quel est le soutien, tu penses, qui va lui apporter le plus, du coup ? Les obstacles et les chantiers, c'est hallucinant quand on voit, je ne sais pas comment c'est en France, mais ici à Bruxelles ou ailleurs, quand il y a un chantier sur un trottoir, on met des barrières et on met un panneau piéton traversé. Comment on fait un aveugle ? Comment on fait un aveugle ? C'est hallucinant. Je ne parle même pas des trottinettes et des choses qui traînent à droite à gauche. Donc je pense qu'un chien va beaucoup le sécuriser. Oui. D'accord, donc ce sera plutôt effectivement un chien guide. Et oui. Peut-être c'est vrai qu'il y a des associations de chiens guides qui font un travail main dans la main avec les associations de chiens d'assistance et qui viennent de temps en temps. On nous demande des fois chez Handi Chien quelles sont les commandes que vous faites spécifiques pour tel type de handicap. Et de temps en temps, il y a effectivement des polyhandicaps
comme c'est le cas pour Lou. Et donc on trouve le moyen entre les deux associations de trouver quel va être le chien le plus performant qui va répondre à la demande du bénéficiaire. Et je vous souhaite, j'espère, annoncer bientôt l'arrivée de ce chien dans la vie de Lou. Tu connais des films dans lesquels il y a des chiens d'assistance et des chiens guides ? Il y a cette année-ci, pour l'édition 2025 du festival, on a un film dont je ne me souviens plus du titre, qui a été fait par une réalisatrice belge qui vit à New York et qui raconte l'histoire d'un juif new-yorkais très traditionnaliste et tout, qui est aveugle, qui devient aveugle et qui reçoit un berger allemand. Et toute la communauté est scandalisée parce que c'est un berger allemand. Et c'est un film d'un humour, mais noir absolu. Tout ça parce que c'est un berger allemand. Et donc c'est très drôle, oui. Énorme. Et, tu nous redonneras le titre quand s'il te revient, tu nous le donnes. Et sinon, je le mettrai dans la description du podcast. C'est vrai que jusqu'à maintenant, c'est un petit peu aussi la raison d'être de ce podcast. Moi, j'ai cherché aussi un peu de mon côté quels étaient les films dans lesquels on voyait des chiens guides et des chiens d'assistance. Et en fait, on les voit pas. On les voit quasiment pas, très peu. Enfin, c'est vraiment où c'est furtif. Pour la petite anecdote, d'ailleurs, j'ai vu l'autre jour une projection du film Henri de Yolande Moreau. Et sur une scène, alors je l'avais découvert sur un petit écran, donc je m'en étais pas aperçue, mais sur une scène, en fait, en fond de scène, on voit passer un chien d'assistance avec son maître qui est en fauteuil. Et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer le premier assistant réalisateur, donc je lui ai posé la question, c'est voulu ou c'est pas voulu ? Et en fait, c'était fortuit. Donc c'était un petit clin d'œil pour moi, pour me dire, ouais, il y a quelque chose à faire. Mais pour l'instant, effectivement, il y en a encore très très peu. On arrive un petit peu au festival que tu organises, donc tu peux nous redire, alors ce festival c'est la 8e édition cette année. 8e édition, c'est bisannuel, et donc suite au festival auquel j'ai participé... Est-ce que tu peux nous redonner le nom juste ? The Extraordinary Film Festival, voilà, le TEFF, le TEF en acronyme qui est devenu usuel maintenant. Voilà, et qui aura lieu donc à Namur. À Namur du 6 au 9 novembre et dans 6 villes en Belgique du 17 au 22 ou 23 Enfin, dans la semaine du 17 novembre. Et là, il faut savoir que dans ce festival, il y a d'une part, c'est du grand public, c'est pas une gentillesse entre personnes handicapées, et ça, c'est notre fierté, parce que notre but, c'est justement c'est que les gens ouvrent les yeux sur la différence, sur le handicap, parce qu'il est trop peu présent dans les médias. Mais aussi, on fait des séances pédagogiques scolaires. Aujourd'hui, on a plus de 54 000 élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui ont déjà vu des films de notre sélection, qui sont des films adaptés avec des dessins animés, comme Cuerdas, que je te citais en aparté avant l'enregistrement. Cuerdas, vous pouvez le trouver sur Internet. C'est un film bouleversant espagnol de l'amitié d'une petite fille avec un enfant qui est incapable de bouger dans une chaise et dont la santé décline progressivement, et elle parvient à le distraire rien qu'avec une corde. Et c'est extrêmement touchant. Extrêmement touchant. Je l'ai. Cuerdas comme la corde. Ouais. Et donc voilà, j'ai un festival en Grèce qui a disparu avec la crise grecque, qui m'a dit, mais fais ça, pourquoi tu n'organiserais pas un festival ? Et elle m'a donné les clés, elle m'a dit, tu fais une édition 0, tu convoques les pouvoirs publics à cette édition, une soirée, une projection, tu leur dis, voilà ce que je vais faire, vous m'accompagnez, vous me suivez, vous me financez. Et donc on a fait ça en 2010, puis on est parti en 2011 avec le festival. On l'a fait tous les 2 ans parce que je ne peux pas me cloner entre la plateforme Annonce Handicap, la Fondation Lou, la carrière musicale de mon fils et le festival, ça faisait un petit peu beaucoup. Et donc on a lancé la première édition en 2011, on a commencé avec 2500 entrées, et en 2023 on est à 8300, et ça devient bien. Et on passe en 2026, on va essayer de passer en annuel, parce que aussi, il y a une croissance, de production, il y a un avant-après intouchable, très clairement, en termes de production mondiale. C'est triste à dire, mais les producteurs se sont dit, tiens, le handicap peut être bankable. Donc voilà, et donc il y a beaucoup plus de films, et comme on tient sur 3, 4, 5 jours en fonction des éditions, on a une sélection qui est drastique, et nous, ce qu'on veut, c'est allier le fond
et la forme. Donc on ne prend jamais des reportages tels qu'on peut les voir dans des JT ou dans des émissions de reportages. Ça doit être du vrai documentaire, de la vraie fiction, et qui vient des quatre coins du monde. Là, moi, maintenant, depuis 2010, j'ai vu à peu près 3000 films sous le thème du handicap. Et chaque année, on a à peu près entre 300 et 400 films qui sont inscrits. Et au bout du compte, par exemple, cette année-ci, on garde que 10 longs métrages et 28 courts métrages. Donc la sélection est dure. Waouh. Et j'ai vu la bande-annonce des éditions précédentes avec une musique que j'ai adorée. Et tu m'as dit que c'est Lou qui a composé la musique. Ben oui, j'ai exploité mon fils, hein, évidemment. Comment je pouvais faire ? Non, mais c'était amusant. En 2011, il avait 14 ans. Et je me suis dit, je vais devoir faire un spot radio, télé, etc. Il faut une musique et puis il faut une identité musicale au truc. Et puis je lui ai dit, écoute Lou, est-ce que tu pourrais me composer une petite musique façon Amélie Poulain ? Et en 25 secondes, il m'a fait les 20 secondes de la musique. Voilà. Et puis comme aussi, c'est une spécificité de notre festival, j'aime bien faire un trailer un peu plus long où je reprends un extrait très court de chaque film. Et j'essaie de faire une continuité, une histoire, une évolution dramaturgique au niveau de la bande-annonce du festival. Je me dis, il faut de la musique aussi. Donc, j'ai commencé à lui demander, écoute, tu pourrais pas me décliner, faire une déclinaison, un truc, etc. Et au fur et à mesure qu'aujourd'hui, il a un tel talent que, par exemple, pour l'édition 2023 du festival, je lui ai dit, mais tu peux me faire une déclinaison en tango, en symphonique, etc., en trap, en drill. Et il me fait ça mais instantanément. Et le plus fou, c'est que donc moi, je fais d'abord mon montage image, que j'ajuste après. Mais une fois, sur 350 coupes de montage, je dois en corriger 15. 15 sous les 300 coupes, alors qu'il ne voit pas l'image. Et je lui dis, il me faut exactement 20 secondes de ceci. Et ça correspond à mes coupes de montage, c'est hallucinant. Alors sachez que je suis déjà en train de traiter avec Luc pour que Lou me fasse la bande son ça va être cher. Du teaser de l'épisode, de la saison 2 de Handicap et Cinéma, parce que vraiment, cette musique, moi, elle m'a mis les poils quand je l'ai écoutée, elle m'a fait quelque chose profondément. Donc voilà, on est en négociation pour la saison 2. Est-ce que tu peux nous donner quelques moments forts de l'édition 2025 qui se prépare ? Tu as déjà un petit peu des... on va avoir une grande avant-première en Belgique, un film qui ne sera pas encore sorti en salle. D'ailleurs, la plupart des films ne sont pas sortis, mais là, c'est une grande avant-première parce que c'est une fiction française, je ne peux pas encore dire laquelle, qui a été à Cannes. Pour donner une petite piste, et qui est un film qui parle de parentalité. Justement avec le handicap et qui est très très bien. On va avoir des films extrêmement diversifiés. On a à peu près 4-5 longs métrages de fiction et autant de documentaires, et des documentaires incroyables. D'ailleurs, tu as vu l'affiche qu'on vient de publier. On a entre autres un film belge, un documentaire belge qui s'appelle Marion ou la métamorphose, qui est l'histoire d'une graphiste réalisatrice belge qui est porteuse d'une maladie neurogénérative musculaire et qui fait du découpage, des animations en découpage papier, etc. Et elle raconte toute son histoire par ce biais-là, avec une machine improbable à remonter le temps. Ce film est d'une créativité, mais absolue. On va avoir aussi un autre documentaire belge qui est déjà sorti, mais qui n'a pas été assez vu, qui s'appelle En attendant Zorro, de Sarah Moon Ho, qui raconte tout le problème de la grande dépendance et face à l'autisme, et donc de parents qui attendent de l'aide, qui n'arrivent jamais. Et il y a un fameux Zorro, qui est un éducateur indépendant, qui va de temps à autre aider les parents de famille en famille, en fonction des besoins. On va avoir des courts-métrages complètement fous. Je prends juste un exemple, un court-métrage qui s'appelle Pédibus. On est en plein dans je le dirais 1000 fois. Oui, de l'absurde, mais donc à la Monty Python. Donc il y a un bus, et le bus il n'existe pas, donc il y a 20 comédiens qui font semblant de faire le bus, et il y a une PMR en fauteuil qui veut monter dans le bus et ça se passe mal et tout. Et c'est d'un humour, mais total, parce qu'il y a l'absence de décor et de ce genre de choses, et ça raconte tout le problème de l'accessibilité des PMR dans les transports en commun. Voilà, okay. ça donne encore le ton. Comme quoi, alors je le dis, je le redis, mais d'une part, le court-métrage, c'est un laboratoire pour le long-métrage, et c'est d'une richesse qui est incroyable, et c'est pas du tout assez
connu du grand public qui est trop frileux des fois à y aller, mais allez-y parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment là que naissent des projets beaucoup plus grands après de longs métrages et c'est un format qui permet aux réalisateuristes de s'essayer à quelque chose. Il y a une créativité de dingue qu'on ne trouve pas ailleurs. Et puis la thématique du handicap aussi, c'est extrêmement riche. C'est des univers qui sont tellement individuels, tellement uniques que en fait ça ne peut que nous embarquer parce que ça vient apporter des récits qui sont complètement nouveaux. Donc si ce festival il n'est pas d'utilité publique aussi sur les thématiques qui sont abordées, là, il faut qu'on m'explique. Mon mantra il est très simple parce qu'on organise aussi des tables rondes avec la profession lors du festival et moi mon mantra je le répète 1000 fois, je dis c'est quoi un bon scénario? C'est l'histoire d'un protagoniste qui a un obstacle, c'est le principe même d'une histoire. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus riche comme potentialité avec toutes les formes de handicap, les degrés et autres, que le handicap comme obstacle dans une histoire. Donc voilà, je dirais, il y a matière à, très clairement. Waouh. Évidemment, puisqu'on parle d'obstacles, je pense que vous avez réfléchi en long et en large l'accessibilité de ce festival. Oui, et ça c'est aussi une grosse folie. Dès la première édition, on s'est dit, même si on ne s'adresse pas particulièrement aux personnes en situation de handicap, on s'est dit, sur le thème, si un aveugle, une personne à mobilité réduite, un sourd, ou que sais-je, veut venir au festival, il doit y avoir accès. Donc on est le seul festival, en tout cas en Belgique, et pas passablement peut-être dans le monde, on est 100% accessible. Ce qui veut dire qu'on prend à notre charge tous les sous-titres, les traductions, les sous-titrages en SME, l'audio-description, l'adaptation raisonnable, les pictos pour les personnes, etc., etc. Et ça, c'est un budget de 65 000 € à chaque édition, qu'on est les seuls à couvrir et qui représentent plus du tiers de notre budget. Mais c'est nécessaire. Et c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a un vivier de plus de 350 films qu'on a diffusés au FTEF. Et tous ces films sont audio-décrits, mais après ne tournent pas. Et ça, c'est la chose qui me rend malade. Ouais, c'est aussi l'objectif de ce podcast. En fait, on parle de films je parlais tout à l'heure de courts-métrages, je parle de films sur le handicap, etc. Et la diffusion de ces films-là, elle est souvent très limitée. Donc l'idée, c'est de les mettre en avant, aller les voir ces films, aller les soutenir, parce qu'ils ont besoin de vous, public, et surtout, c'est une mine, en fait. Il y a une mine culturelle, une mine de films et de propositions passionnantes, et on est en train de passer à côté. Mais de nouveau, je prends juste un exemple, parce que ce film, on l'a énormément utilisé en pédagogique pour les écoles. C'est un petit film de communication d'une association française qui s'appelle Noémie. Et le principe est très simple, c'est le principe du testimonial. On a un papa ou une maman et un enfant qu'on place face à un écran, comme ici, séparés par une cloison. Et on a des personnes qui font des grimaces et le papa ou la maman doivent imiter les grimaces en faisant un mode de pied de nez et tout le bazar, jusqu'au moment où c'est une jeune infime motrice cérébrale qui est comme grimace, mais son doigt maladroitement dans son nez. Et à ce moment-là, tous les enfants continuent à imiter et les adultes s'arrêtent et sont inquiets. Ils vont même voir si leur enfant le fait ou le fait pas. D'autant que cette personne qui met le doigt dans le nez, on sent bien qu'elle fait une grimace. On sent bien qu'elle est dans le jeu, quoi. Elle n'est pas du tout. C'est pas du tout. Ça montre la peur et la limitation par rapport au handicap. Lou n'a connu l'inclusion qu'en crèche. Et là, quand il perdait sa tétine, des petits bouts d'1 an et demi l'avaient compris et venaient lui refourrer la tétine dans la bouche. Et pour eux, ça ne posait pas de problème, cette différence de Lou. Et puis après ça, c'est la ségrégation, c'est l'enseignement spécialisé ici en Belgique, etc. Et les enfants ne sont plus en contact avec cette différence-là et donc perdent leurs repères. Et donc ça fait peur. Et le handicap, de toute façon, il faut l'accepter. Ça fait peur. Ça renvoie à 3 choses qui, pour moi, sont fondamentales. 1, ça renvoie à notre fragilité. De la même manière qu'on est mortel, un jour qu'on réalise qu'on est mortel, on évacue ça de sa tête. Sinon, on ne peut plus vivre. Eh bien, le handicap, ça nous pend au nez, on ne veut pas trop le voir, c'est loin de nous. C'est tous les grands centres construits après-guerre, loin des villes pour parquer les personnes handicapées. C'est le premier item. Le deuxième, ça renvoie à la différence. On est encore en train aujourd'hui de fonctionner avec notre cerveau reptilien. Ce qui n'est pas comme nous est potentiellement contre nous. Si dans la rue, vous avez quelqu'un qui commence à hurler comme ça, etc., on va tous se retourner. Notre cerveau reptilien va nous dire attention, peut-être danger. Et donc, c'est les clés du racisme, c'est les clés de tout ce genre de choses. Donc, de nouveau, le handicap est emblématique. Et la troisième chose, le handicap est le reflet de nos valeurs. C'est incroyable comme, justement, ici, tu m'as invité, tu cherches mon verre à moitié plein. Et si on rencontre quelqu'un, on va chercher le verre à moitié plein de l'autre, en voir en quoi l'autre est intéressant.
avec une personne handicapée, on regarde la première chose qu'on regarde, c'est le verre à moitié vide. Et ça commence dès le diagnostic, parce que le médecin vous dit votre enfant n'a pas ça, 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 et souvent oublie d'évoquer que rien que la faculté d'être, d'aimer, est déjà un verre qui n'est pas vide. Et donc c'est tout ça qui fait que le handicap est là où il est dans la société. Pour moi, c'est totalement emblématique. Je sais pourquoi je me bats là-dessus, parce que je pense que voilà, comme on le disait encore en aparté tout à l'heure, le handicap, l'OMS définit le handicap selon 3 critères: physique, mental. Ils prennent la dimension sociale, et c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux. Et moi, je rajoute un 4e item, le handicap affectif. On a tous nos bobos dans notre vie, d'avoir été rejeté, d'avoir ceci ou cela. Et on a tous les maux de l'être humain en dehors de la vie, en dehors des accidents de la vie. Et c'est dire si justement le rôle des pouvoirs publics devrait être de s'occuper de réduire les handicaps de leurs concitoyens sur ces 4 items-là. S'il y avait ça, il n'y aurait plus de vote pour le RN ou pour d'autres choses. Voilà. Juste avant de passer à la dernière partie de ce podcast, petite question. Dans tes spectateurs, tu comptes des chiens d'assistance et des chiens guides? Tu en vois? Bien sûr, on en voit beaucoup. Ils sont, oui, dans les personnes porteuses de handicap qui viennent, ils viennent avec leurs chiens guides, qui sont admis dans la salle et tout. Ce serait un comble que ce ne le soit pas, tout à fait. Et tout se passe bien, et tout est OK. Mais tout se passe bien. Mais c'est ça qui est génial avec ce festival. Et je vais encore prendre juste un petit exemple, si tu permets. C'était 2021, je ne sais plus, oui. En sélection, je découvre un documentaire français qui s'appelle La Disgrâce et qui raconte l'histoire de 5 gueules cassées, il n'y a pas d'autre mot. L'histoire d'une Belge, Patricia, qui a été vitriolée par son amant. Donc elle a un visage un peu à la Niki Lauda, si vous avez déjà vu le visage du coureur de Formule 1, Niki Lauda. Une jeune Française qui a eu la mâchoire arrachée au Bataclan, et son mari qui est décédé à côté d'elle. Un autre qui a eu un cancer de la mâchoire, qui n'a plus de mâchoire. Une Suissesse qui a été ébouillantée durant son enfance et qui a une tête en forme de chou-fleur, etc. Et l'idée géniale de ce réalisateur, c'était de les interviewer au studio Hartmann à Paris, le studio des stars. Et donc je découvre le début de ce documentaire avec Patricia. Je peux appeler Patricia parce que depuis lors, elle est devenue bénévole au festival. Okay. C'est ça qui est génial. Mais je découvre Patricia, j'ai un effroi. Et c'est légitime d'avoir cet effroi. C'est OK. Si après on ne le dépasse pas, le problème est là. Et au bout de 2 minutes, quand on l'entend parler, on rentre dans son humanité et on oublie. Et donc on a fort hésité à prendre ce film qui était très dur, puis on s'est dit, allez, c'est notre mission, on le prend. Ce film, il y a 2 projections de tous les films au festival, salle comble. On a fait venir les 5 protagonistes et le réalisateur pendant les 5 jours du festival. Ils ont passé les 5 plus beaux jours de leur vie. Parce qu'à la sortie de la séance, les gens l'abordaient et discutaient avec eux sans plus aucun a priori. Ils avaient vu leur tronche sur le, je vais te dire tronche, ils avaient vu leur tronche sur la toile et du coup, il n'y avait plus de mur, il n'y a plus de frein. Et c'est toute la qualité de notre festival. De nouveau, moi, je reconnais on a un public d'habitués et on est en croissance de 15% parce que les gens qui viennent font venir d'autres gens parce qu'ils disent c'est trop génial. Wow. Et c'est ça qui est génial. Et donc je reconnais les habitués et les nouveaux, d'édition en édition. Et les nouveaux, quand ils arrivent, ils sont coincés, ils sont dans leur masque. On est tous dans notre masque au quotidien. Et donc je les vois coincés. Et puis ils rentrent dans la salle, ils assistent à un film, que ce soit un documentaire ou une fiction. Mais le propre de tous ces films, c'est que les personnes porteuses du handicap ne portent pas de masque. Soit elles n'ont pas le temps parce qu'elles se battent contre leur handicap et qu'il n'y a pas le temps de fioriture, soit elles ont des déficiences intellectuelles qui font qu'elles ne portent pas de masque. Et donc on est face à du vrai, à de l'humain, à du 400%. Et quand je vois ces gens sortir de la salle, ils laissent tomber le masque. Et c'est le foyer du festival, c'est des rencontres, parce qu'on fait venir des auteurs des 4 coins du monde. Donc ça parle en langue des signes, ça parle en anglais, en russe, en japonais, en chinois, avec des gestes, avec des petits mots et des trucs. Enfin, c'est un truc absolument incroyable. Et une ambiance de Dieu le feu. Et on n'y parle pas de la météo, on n'y parle pas nécessairement de politique, on parle de vrai. Et les gens se rencontrent, c'est ça qui est notre force. Merci. Voilà. Je vais quand même arriver à la dernière partie de ce podcast. Je demande à chaque fois à mon invité de nous partager son film coup de cœur. Toi, tu n'as pas réfléchi une seconde, je crois, et tu m'as tout de suite parlé du film The Blind Man Who Didn't Want to See Titanic. En français, l'aveugle qui ne voulait pas voir Titanic. Un film finlandais réalisé par Teemu Nikki, je prononce peut-être mal, en 2021. Tu peux peut-être le prononcer mieux que moi. Non, son nom, non. Ne me demande pas ça. Mais oui.
Juste pour remettre un petit peu les auditeuristes qui connaissent pas le film dans le contexte, donc c'est l'histoire de Jaco, qui est devenu aveugle et qui se déplace en fauteuil roulant à cause d'une sclérose en plaques. Il est cinéphile et il ne peut plus voir les films de sa collection qui tapissent tous les murs de son domicile. Il surnomme son infirmière Ratched, référence à Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et chaque jour, en fait, la seule chose qui lui remonte un petit peu le moral, ce sont les appels de Sirpa, qui est une femme qui est également malade. Et Jaco n'a jamais rencontré cette jeune femme. Elle l'appelle quotidiennement, enfin, il s'appelle régulièrement au téléphone. Et le jour où elle a besoin d'aide, il n'hésite pas une seconde et il décide d'aller le retrouver. Huomenta, murmeli. Kello on 9:00. Ota relaksantit. Mä voisin kaahata Aston Martinilla tai rekastella Chewbaccaa Millennium Falconissa, mutta mä vaan juoksentelen paikasta A-paikkaa. Mä tuun sun luo. Oot sä tosissas? Mä en oo koskaan ollut näin tosissaan. No niin, vammanen. Sitten sä annat meille pankkikortin tunnukset ja sit sä pääset menemään. Sä oot kyllä ihan hauska jätkä. Niinku vammaiseksi. No niin, vammaiseksi. Mä ehdotan nyt jotain, mikä vois muuttaa sun unet aika kosteiksi. Katso, Titanic. Sirpa saa! Vino! Qu'est-ce qui t'a touché dans ce film ? D'abord, je voudrais juste préciser, c'est pas rien ce film, et c'est dommage qu'il n'ait pas connu de distribution, que ce soit en Belgique ou en France. Est-ce à cause du titre, est-ce que pour quelque raison que ce soit ? Mais ce film a eu un prix du public à la Mostra de Venise, et il a eu le grand prix unanime du jury à l'édition 2023 du TEF. Et moi, ce que je trouve éblouissant dans ce film, d'abord, c'est un film de genre, c'est un thriller, parce que son périple pour aller la rejoindre tourne extrêmement mal, on peut le dire, mais bon, je ne raconte pas la fin. Et surtout, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'il y a un choix cinématographique, je vais y arriver, très, très puissant. En fait, et de nouveau, quand j'ai commencé à visionner ce film, je me suis dit, c'est insupportable, les gens ne vont pas rester dans la salle. Pourquoi ? Parce que le réalisateur a décidé de se mettre à sa place. Et donc, tout est filmé avec une profondeur de champ, mais ridicule, mais totalement ridicule, qui fait qu'on est dans sa situation, on ne voit jamais l'entièreté de son appartement, de la chambre où il habite. On ne voit jamais le taxi dans lequel il est. On ne voit jamais le train dans lequel il est. On devine toutes les choses. On devine ses interlocuteurs. On devine tout. Et on est totalement, du coup, plongé avec lui. Et donc, quand il se fait, parce que ça, c'est pas... je ne spoilie pas le film, quand il se fait agresser, on est comme lui. Je dis, qu'est-ce que c'est, en tant qu'être aveugle, d'être agressé ? Où se trouve mon agresseur ? Dans l'espace, etc., etc. Aveugle et en fauteuil, effectivement, donc il est vraiment vulnérable. Tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir l'affiche du film aussi qui montre un petit peu, ce choix artistique qui est très fort, de flou, effectivement. Ce film est d'une puissance absolue et en plus remarquablement bien écrit et avec, comme tu le disais, de l'humour vache parfois. Il a une manière de traiter ses soignants avec humour en les traitant de monstres, mais affectueusement, et tout est comme ça dans ce film. C'est un film qui est plein d'humour parce que la relation entre ces deux-là qui se sont pas vus, qui s'aiment, il y a presque quelque chose de l'ordre de l'adolescence, de la séduction. On n'est vraiment pas sur un film plombant, même s'il y a effectivement des passages qui sont durs, mais il y a beaucoup d'humour dans ce film aussi. Oui, pour moi c'est un chef-d'œuvre cinématographique, c'est pour ça que je n'ai pas hésité une seule seconde. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que le comédien qui joue le personnage de Jaco, je ne sais pas si je m'embarque dans la lecture de son nom, Petri Pokolainen, quelque chose comme ça. Il souffre lui aussi de sclérose en plaques. Et il est très malvoyant. Donc c'est un rôle tout à fait... Mais il ne joue pas son propre rôle. Non. Voilà, c'est un film de fiction qui est complètement... et ce qui est rare aussi, parce que c'est vrai que le handicap, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais... ça arrive souvent par le documentaire. Et dans la fiction,
les chiffres se réduisent. Et pourtant, moi j'ai pu voir le film aussi et je te remercie infiniment pour cette recommandation parce que j'ai aussi été complètement embarquée. Je vais essayer de ne pas spoiler non plus, mais j'ai pris le train il y a quelques jours là pour venir et dans le train j'étais mal à l'aise en fait, puisque voilà, lui il part aussi en train et en fait je revivais l'émotion du film au travers du voyage que je faisais, tellement ça m'avait marqué. En fait, tellement c'est puissant comme film et surprenant aussi. On ne s'attend pas du tout à cet univers-là, à cette romance. C'est incroyable. Oui, c'est une histoire d'amour aussi, clairement. Ouais. Il y a un personnage qui est plein de ressources aussi, quoi, qui est plein de. Alors il est sur un fauteuil, il est aveugle, mais il trouve dans une d'intelligence face à ses agresseurs aussi. Complètement. J'allais y venir, raconte un petit peu sans spoiler. Mais oui, de toute façon, le problème, c'est que le film est quasi inaccessible et introuvable aujourd'hui. Donc ces agresseurs veulent sa carte de banque pour le débiter. Et il se fait que comme il a de la sclérose en plaques, il fume de l'herbe pour adoucir les douleurs. Il y a beaucoup de gens qui font ça avec la sclérose en plaques. Avec une ordonnance légale. Avec une ordonnance légale. Et donc il les amadoue avec ça en leur en proposant un pétard. Ce qui fait que il y en a un qui du coup s'adoucit par rapport aux autres qui veulent lui faire la peau. Enfin bon, il y a des tas de choses comme ça qui sont dingues. Qui sont dingues dans ce film. Alors, toi, tu l'avais découvert comment, ce film, du coup ? On a une plateforme, pour les festivals, il y a 2-3 plateformes qui existent dans le monde où on signale notre existence et où tous les distributeurs, les producteurs viennent inscrire leurs films en fonction des choses. Et puis on fait aussi du repérage, on va voir les programmations des autres événements. C'est par un de ces biais-là qu'on est tombé dessus. Et là, c'est un film donc, qui a été... la société de production s'appelle It's Alive Film, c'est une société en Finlande et qui fait aussi la distribution du film. Alors j'ai quand même essayé de les contacter. Je leur ai écrit un message en finnois, mais je ne sais pas si je suis très douée. Donc pour savoir parce qu'il est récent, il date de 2021, donc il est sans doute encore disponible. Je sais qu'il est distribué par une boîte italienne aussi qui s'appelle Intramovie. Donc voilà, je pense qu'il y a possibilité que les exploitants de salles qui nous écoutent, puisque je sais que j'ai des exploitants de salles dans mes auditeurs, puissent contacter les distributeurs pour qu'on puisse le voir, parce que je crois que vraiment c'est un film qui mérite d'être mieux vu à l'écran et en salle. Oui. Et l'avantage aussi de notre festival, c'est qu'on a un gros partenariat avec la RTBF, service public de radio-télé belge, et qui fait qu'on a 2 prix, un achat de court-métrage et un achat de long-métrage, donc qui sont en pré-achat. Ça veut dire qu'on a 2 films qui sont ensuite diffusés sur les chaînes publiques de la RTBF à chaque édition, et ça c'est chouette aussi, justement. Je vais conclure cet épisode par la petite phrase qui ouvre la bande-annonce du festival, qui m'a beaucoup touchée, qui dit ceci : « Le cinéma, la culture et l'inclusion partagent un pouvoir commun, celui de refléter nos diversités et de nous unir dans une histoire universelle. » Voilà. Luc, je te remercie infiniment de t'être déplacé à PodBXL aujourd'hui pour cet enregistrement en live. Merci au public qui a participé. C'était ma première expérience de live, donc merci pour votre gentillesse et votre écoute. Et on se retrouve tout bientôt, donc du 6 au 9 novembre. À Namur, du 6 au 9 novembre à Namur. Et si ça intéresse des gens, on a déjà fait comme ça des délocalisés en France, entre autres. On a fait par exemple 5 jours en Occitanie, où pendant la journée on faisait des séances scolaires, et le soir on faisait une séance publique avec une sélection de courts-métrages. Et on a comme ça fait Cahors, Toulouse, Montauban, on a fait 5 villes comme ça pendant 5 jours, et c'était absolument génial. Et bon, j'ai déjà fait des projections à Lyon, on en fait ici aussi des délocalisés dans différents endroits. Eh bien, merci, et pourvu que ce podcast permette d'ouvrir d'autres opportunités à votre festival. Merci beaucoup. Handicap et Cinéma est une production Planète Projet avec le soutien de Podcastix et de Podcast Factory.org, pour qui on peut faire un grand bruit. L'identité visuelle a été créée par Séverine Baird en collaboration avec les étudiants de l'ESDAC et la musique composée par Charles Michel. Cet épisode a été enregistré à Bruxelles au festival PodBXL.
Vous retrouverez toutes les ressources citées ainsi que la transcription complète de cet épisode dans la description. Je vous mettrai bien entendu les liens vers le festival et sa prochaine édition en novembre à Namur. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous, laissez-lui 5 étoiles et surtout, partagez-le autour de vous, ne serait-ce qu'avec une personne pour qu'on ait plus de représentation du handicap sur les écrans. Alors, prêt à faire bouger les lignes pour plus d'inclusion dans le cinéma ? Cap ou pas cap ? Cap.